Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ces mercredis de l'espoir. Donc, pour un nouveau numéro des mercredis de l'espoir, donc que vous pouvez retrouver donc sur Facebook les précédents numéros, mais surtout sur YouTube, où est-ce que c'est regroupé dans une playlist beaucoup plus simple à consulter, et bien évidemment sur le site 1p6r.org. Bon, je vérifie, j'ai bien le micro ouvert, que je ne fasse pas la bévue habituelle, c'est-à-dire de commencer de parler sans que le micro soit ouvert. Donc bonsoir à tous. Donc mercredi d'histoire qui vont changer un petit peu de formule pour faire un format, essayer d'être sur un format plus court, hein, pour que ça soit plus facile après à regarder par tranche, etc. Et donc, l'idée, c'est de faire un mercredi de l'espoir qui dure 10 minutes. Bon, je ne sais pas si je vais arriver à faire ça m'étonne un peu, mais bon, voilà. L'objectif est d'essayer de faire plus court et donc plus concentré, avec des thèmes plus petits à chaque fois, moins gros. Bon, après, ça dépend des thèmes, évidemment. Il y avait des thèmes comme l'esprit critique, où évidemment c'était un petit peu délicat de faire ça. Déjà, je l'ai fait en 3 épisodes, hein, donc c'était vraiment délicat de ne pas de faire ça très court, hein. C'est un gros sujet. Alors, donc des thèmes plus petits et donc plus faciles à traiter. Donc on va passer à la présentation du jour. Donc les mercredis de l'espoir. Avec aujourd'hui pour thème donc 2 choses. La barbarie, plus l'on tarde. Donc je vais revenir sur la notion de barbarie. Vous savez, c'est un mot qui me tient à cœur et on a fait le mercredi de l'espoir la semaine dernière sur ce sujet précisément pour essayer d'en donner toutes les dimensions. Et voilà donc un autre aspect de cette barbarie et pourquoi j'utilise ce mot de façon si fréquente. Il est si important. Deuxième partie des mercredis de l'espoir. L'espoir, justement. Quelle 6e République? Donc on démarre une série, justement, quelle 6e République? Donc épisode 1, donc commencer par le local. Hein. Je pense que c'est une volonté importante de beaucoup de gens. Justement, c'est de commencer par le local, de recentrer la République sur les enjeux locaux et en partir du local pour reconstruire la République, notre République. Donc voilà le menu du jour. Donc tout d'abord, la barbarie, plus l'on tarde. Eh bien, plus l'on tarde, plus ça va être difficile d'y échapper. Hein. On a déjà les premiers éléments, hein, on l'a bien vu. Hein. On l'a vu notamment sur la vidéo sur le Covid et sur ce que révèle l'épidémie Covid-19. On a effectivement, on en est au 3e choc, hein, et les chocs vont s'enchaîner, vont aller crescendo. Donc ça c'est vraiment très important de s'en rendre compte. Et plus l'on tarde, plus sera difficile d'échapper et plus ça sera difficile de sortir de la barbarie et plus même la perspective de sortir de la barbarie sera difficile. Donc je rappelle la définition de ce qu'est la barbarie, ça a été, je dirais, révélé la semaine dernière, c'est une définition très générale et qui c'est l'ensemble des agissements qui nuisent gravement aux besoins du corps et de l'âme, qui sont au cœur justement de la 6e République et du nouveau préambule qui est proposé pour remplacer la Déclaration des droits de l'homme qui est
notoirement insuffisante, puisqu'elle nous a conduit dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sans compter les dérives du passé. Hein. Je n'y reviens pas, j'en ai déjà parlé, je renvoie les auditeurs aux précédentes vidéos pour ces détails. Donc vraiment, la barbarie, c'est l'ensemble des agissements qui nuisent gravement aux besoins du corps et de l'âme. Donc c'est une définition complètement, je dirais, absolue par rapport à l'homme, et donc qui n'est pas lié à une culture ou à quelque chose de cette nature, ni à la civilisation. Les civilisations étant simplement plus ou moins barbares, parce qu'ils respectent plus ou moins, ils nuisent plus ou moins gravement justement aux besoins du corps et de l'âme. Une civilisation par exemple qui autorise l'esclavage, et bien évidemment qu'elle entrave gravement les besoins du corps et de l'âme, et dans ce sens, on peut la qualifier d'un degré important de barbarie. Alors, quel problème par rapport à la barbarie plus long tarde, et pourquoi c'est important de donner et de nommer précisément et avec les bons mots ce qu'il faut. Donc, après avoir défini ce concept de barbarie, on voit qu'on a tout un tas en fait de problèmes qui souvent sont pris un par les gilets jaunes, par tel parti politique, par tel autre parti politique, etc., ou par tel mouvement écologiste, par telle organisation de défense des droits de l'homme, etc., etc., ou par quelques autres institutions, par exemple les professeurs de l'éducation nationale, des gens comme ça. Donc, on a des problèmes qui pris un par un. On a Macron qui est un problème, on a le Covid et sa gestion, hein, donc c'est deux problèmes, hein, quelque part. Hein. Il y a le Covid en lui-même avec sa diffusion rapide et générale, avec une solution du Moyen-Âge qui est celle du confinement. L'écologie dans toutes ses dimensions, réchauffement climatique, etc. Donc on va avoir les écologistes avec des gens qui vont se spécialiser là-dedans. La régression des libertés, hein, on y reviendra à la fin de ce Facebook Live, mais il y a plein de dimensions des régressions des libertés. Et la dégradation de la société, de l'esprit citoyen, etc., etc. Je n'y reviens pas. Donc avec tout un tas de gens et de groupes, les gilets jaunes, etc., comme je le disais, qui vont se sévir d'un ou l'autre de ces problèmes en disant « Ah ben il y a ce problème, ça. » Non, la grosse différence, justement, en nommant tout cet ensemble, en disant que tous ces problèmes, en fait, ils ont une origine commune et ils ont une dimension commune. C'est le fait de la politique libérale et plus particulièrement néolibérale de Macron et de tous les oligarques qui sont de même nature à l'échelle mondiale. Donc, c'est vraiment la source originelle des problèmes. Et donc, dire la barbarie, c'est cela que ça signifie. C'est unifier tous ces problèmes en remontant à la racine et en disant la source, et ces gens-là nous mènent à la barbarie. C'est ça, aujourd'hui, qui est... Parce qu'on n'est plus au début du 19e siècle, etc., ou même au 20e siècle, avec ces barbaries horribles qui ont été la Première et la Deuxième Guerre mondiale, notamment. C'est parmi les barbaries les plus importantes. Celle qui est là devant nous, s'il y a demain une Troisième Guerre mondiale, mais la diminution sur les traités des armes nucléaires en sont un prémisse et en sont une alerte importante. Tout ça configure la barbarie à venir. Et donc, c'est très important de nommer tout ça et de le mettre globalement et d'avoir une approche globale et centralisée sur cette déliquescence de la société et cette dégénérescence vers laquelle on nous conduit, qui n'est pas celle, parce que la grosse différence également du XXe siècle, c'est qu'à l'époque, il y avait des solutions d'avenir. Bon, il y avait les socialistes, etc. Il y avait même les courants libéraux. Il y avait une partie des courants libéraux qui avaient des perspectives. Aujourd'hui, les perspectives, c'est s'enfoncer encore plus dans le libéralisme, dans les libéralisations du marché et la dérégulation. C'est une trajectoire qui est clairement délétère, puisque ça consomme les sociétés, ça consomme les humains. Et tout en développant les forces et les populations et la pollution et son corollaire qui est la pollution de façon exponentielle, donc dans un monde qui ne peut pas accepter un tel développement.
puisque nous sommes sur une planète finie. Donc, voilà. La barbarie, l'approche 1P6R, une perspective pour la 6ème République, anciennement un président pour la 6ème République, mais ça reste fondamentalement le même projet. C'est une synthèse de tous ces problèmes en un seul mot, car ils ont une origine commune. Donc c'est tout l'intérêt et toute la force et toute l'importance de cette démarche. Face à ça, il faut unifier les Français face à la barbarie. Bon, c'est la déclaration que j'ai faite la semaine dernière. Il va y avoir une vidéo qui va être tournée très prochainement et qui va être également mise en ligne pour justement essayer de nouveau de convaincre les Français et même au-delà, parce qu'on s'apercevra que c'est au-delà également qu'il faudra travailler à un moment donné. Mais bon, commençons déjà par là, ça sera déjà pas mal. Donc pour unifier les Français, et plus l'on tarde, plus, je le répète, plus ça sera difficile de changer de trajectoire. Donc moi je vous appelle vraiment à rejoindre l'initiative 1P6R, c'est la seule qui est apte à sortir de la trajectoire, changer de trajectoire vers ce que j'appelle les nouvelles lumières, vers une autre trajectoire pour en sortir. Sinon, si vous ne prenez qu'un de ces éléments, eh bien, ça ne marchera pas et ça sera insuffisant. Voilà. Donc il n'y a aucune prétention dans ce que je dis, mais c'est simplement, on pose les choses et on les regarde et on voit quelle est la typologie des choses, des différentes approches. La seule qui est complète et qui donne un espoir, justement, qui n'est pas simplement parcellaire de dire, bon, par exemple, prenons les souverainistes, c'est très, enfin, on pourrait dire c'est très bien, etc., ça répond à un certain nombre de problèmes, la réindustrialisation, etc., mais ça ne va pas résoudre d'autres problèmes. Il y a plein d'autres problèmes qui ne seront pas résolus par cette approche-là. Voilà. Voilà pour cette première partie qui me semblait importante pour repositionner ce qu'est la barbarie et quel est l'intérêt et la différence justement de bien nommer les choses et de la différence de l'approche 1P6R justement en mettant comme solution des finalités, les besoins du corps et de l'âme des êtres humains pour justement sortir et dépasser l'état de droit, celui des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Deuxième partie maintenant, donc, quelle 6ème République? Donc, premier épisode, donc voilà, donc on va avoir tout un détaillé de toute l'architecture qui est proposée pour la 6ème République. 6ème République dont la Constitution est à écrire, puisque l'idée c'est justement d'avoir la Constitution prête pour l'élection présidentielle et que le président de la République qui sera élu, son mandat, ça sera de mettre en œuvre cette Constitution qui sera écrite au préalable. Donc, pas d'assemblée constituante. Enfin, après, on verra. Il y aura peut-être une modalité qui permettra dans un référendum, justement, de faire un choix, mais d'avoir le choix, justement, d'une constitution déjà architecturée, réfléchie en amont, ou de plonger un petit peu dans un inconnu avec une assemblée constituante dont on ne sait pas trop ce qui en sortirait. Mais voilà, le choix en revient aux Français, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, j'en reparlerai une autre fois. On peut en discuter sur Internet aussi, bien sûr, si vous posez des questions sur le site. Donc, commencer par le local. Le local, donc, le premier niveau de local, c'est évidemment les communes. Donc, les communes, c'est le premier lieu du local. Hein, notre commune. Mais bon, il faut, pour que la démocratie se réinvente et se réaffermisse, il faut partir des communes et partir justement de la cellule de base de la démocratie. C'est la commune, cellule de base de la démocratie dans la société actuelle. Dans la 6ème République, il y aura d'autres cellules de base, on y reviendra ultérieurement. Mais actuellement, c'est la cellule de base, c'est là où il y a encore en plus un vivier qui est très important, puisqu'il y a près d'1 million de personnes en France qui sont conseillers municipaux, qui participent dans plein de petites communes, qui le font, ça ne coûte pas cher, parce que c'est des gens qui le font à titre bénévole le plus souvent, mais donc qui participent à la vie de la société. Et ça, c'est justement une régression des libertés que veulent imposer les gens comme Macron, etc., par les communautés de communes, par les regroupements de communes,
en diminuant aussi les conseillers municipaux. Donc ça, c'est une régression énorme de la liberté, or que c'est quelque chose qui ne coûte pas cher et qui permet la participation citoyenne. Donc c'est vraiment le but. Il est simple, il est unique, c'est diminuer le niveau démocratique. Ces gens sont des dictateurs. Enfin, Michel Clouscar l'a bien montré dans ce qu'il nommait le fascisme néolibéral, le néofascisme du néolibéralisme. Justement, c'est vraiment... Leur objectif est une restriction des libertés toujours plus qui vont crescendo. On vous donne jamais de nouvelles libertés, on ne fait que vous en retirer. Et là, c'est vraiment c'est très important, puisque c'est la vie démocratique au plus près des citoyens, par les citoyens eux-mêmes. Donc ça, remettre ça en premier lieu, c'est fondamental. Et c'est vraiment quelque chose pour la 6ème République qui est, c'est la base, quoi, si on ne fait pas ça. Et donc ça promeut justement la vie citoyenne et la démocratie. Et c'est le niveau politique qui est le moins décrédibilisé, même dans les maires, dans les communes assez importantes. Les maires sont généralement les élus les plus respectés et les plus, même s'ils sont parfois un peu troubles, hein, on a quelques exemples en tête. Voilà, ce sont les personnes qui représentent le mieux et au plus proche des citoyens ce que souhaitent les citoyens. Alors, commencer par le local, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc simplifier, c'est-à-dire simplifier les couches administratives et politiques autour d'un triptyque, commune, département, pays. C'est-à-dire que ça suppose de supprimer tout un tas d'entités intermédiaires avec des administrations adéquates et également des élus en correspondance. Donc, alléger tout ça et rendre lisible, parce que du coup, le citoyen, il ne sait plus c'est à qui il faut qu'il s'adresse, est-ce que c'est à la région, à la métropole, même, je pense, dans l'administration, on ne sait plus trop qui gère quoi. Hein. Donc, suppression de toutes ces choses sans intérêt, et de redonner de la lisibilité, de la simplicité et de l'efficacité, par la même occasion, et de la souplesse, par la simplification, au niveau d'éléments qui sont communs, qui sont connus et qui sont, je vais dire, inclus dans la chair des Français, qui sont la commune, le département et le pays. C'est les trois niveaux qui sont les plus communément intégrés par chaque Français. Et donc, ça veut dire qu'on réaligne aussi le découpage politique et administratif. C'est déjà le cas au niveau des communes, hein, puisque on réaffirme, donc c'est une réaffirmation du rôle du maire, le maire ayant une double casquette dans le système actuel, puisqu'il est à la fois le représentant du peuple, donc au travers des élections et du conseil municipal, hein, donc puisqu'il il préside le conseil municipal. Donc c'est à la fois le représentant du peuple, mais c'est aussi le représentant de l'État, puisqu'il a la direction de l'administration locale, communale, et de la police municipale, par exemple. Donc voilà ses rôles, et donc ces rôles sont réaffirmés et encouragés. Hein. Donc par simplification et alignement justement du découpage politique et administratif, on verra dans un autre épisode quand on va parler du département, qu'on va faire la même chose. Du coup, c'est le moyen aussi, en revenant au département, d'aligner le découpage administratif et le découpage politique. Ce qui a plein de vertus en définitive. On le voit bien au niveau du maire, puisqu'en ayant cette double casquette, il a toute la légitimité à diriger l'administration, puisqu'il est élu par les citoyens. En revanche, il y aura quand même une chose sur laquelle il va perdre des prérogatives, c'est qu'il ne sera plus officier de police judiciaire, ce qui est le cas aujourd'hui dans les communes. Bon, c'est surtout valable dans les petites communes, puisque dans les grandes communes, il y a d'autres instances qui jouent ce rôle. Nous verrons cela parce qu'en définitive, j'en dis tout de suite quelques mots, toute la justice va être déportée vers la Chambre constitutionnelle, donc qui est une nouvelle chambre de la 6ème République spécialisée dans le contrôle. Donc justement, pour séparer
l'exécutif du judiciaire, la séparation des pouvoirs, théorisée par Montesquieu, il est important justement que tout ce qui relève de la justice, et donc les officiers de police judiciaire, ne soient pas les mêmes que ceux qui exécutent l'administration ou qui sont l'exécutif local. Et donc, c'est fondamental, justement, de séparer ces pouvoirs, et donc, il y a une séparation des pouvoirs jusqu'au niveau des maires. Alors, autre élément, la souplesse. Donc c'est l'idée, c'est de rendre fonctionnel pour tous. Bon, au niveau donc avec toutes ces régions, etc., ces découpages qui ne sont pas les mêmes entre administratifs, etc., on arrive à des systèmes qui sont un peu illisibles et difficiles à manœuvrer. Donc l'idée, c'est par la souplesse, donc rendre fonctionnel. Donc l'idée, c'est de créer, en fait, de privilégier les modes d'association souples, basés sur des projets. Donc, par exemple, sur un projet mobilité ou sur une mission, éducation, tourisme, etc. etc. Et donc, ça permet, autour de projets, de faire des structures souples à géométrie variable sur la base du volontariat. Moi, je vois, par exemple, dans ma commune, c'est déjà un peu ce qui se passe, hein, mais l'idée, c'est de reprendre cette idée-là et de la généraliser aussi au niveau des départements et au niveau des pays. On verra, on en parlera à un moment donné, hein, sur le niveau européen, par exemple. C'est justement, eh bien, je vois par exemple pour le club de football, ma commune, elle est associée avec une commune X et Y, et puis pour l'école primaire, elle est associée avec la commune Z qui est de l'autre côté. Hein. Mais parce que ça correspond à la réalité du terrain. Si ça s'est fait comme ça, c'est pas pour rien. Et donc, si c'est souple et si ça correspond plus à une certaine réalité du terrain, eh bien, on peut changer. Hein, on n'est pas figé dans un projet ad vitam aeternam. Donc l'idée, c'est que ça soit par thème, par projet, par mission, que les communes puissent s'associer entre elles, et pas de façon fixe, comme le peut l'être une métropole ou une communauté de communes, par exemple. Donc l'association répondant donc de manière adaptée à la question traitée, sans périmètre géographique prédéfini. Donc, du coup, toutes les compétences qui étaient intercommunales jusqu'ici sont transformées en projet ou mission. C'est-à-dire que la piscine qui était, par exemple, administrée, qui était gérée par l'intercommunalité, ben, elle devient un projet et qui est géré initialement par les membres de cette intercommunalité qui continueront d'adhérer ou sortiront de ce projet à une certaine échéance, puisque l'idée est aussi de travailler par bail là-dessus et de prévoir l'entrée et de prévoir la sortie. Alors, autres éléments encore sur le fonctionnement local, sur un certain nombre de choses, donc pour le coup des choses qui sont inchangées, puisque actuellement la commune, globalement, son fonctionnement restera le même, hein, avec le nombre d'élus municipaux et les modalités d'élection, etc. Donc, système globalement inchangé, donc l'élection tous les 6 ans, par exemple, le rôle prééminent du maire, etc. En revanche, il y a quelque chose de nouveau, c'est que l'idée, c'est de renforcer le rôle des élus, que ce soit les élus, c'est-à-dire les gens qui représentent le peuple, qui siègent et qui gèrent administrativement les choses, et que ce ne soit pas délégué à des experts, à des gens qui ne sont pas élus. C'est important que ce soit les élus qui dirigent l'élection. C'est ce qui se passe au niveau des maires. Eh bien, l'idée, c'est de faire la même chose à tous les niveaux. Et donc, plutôt que d'avoir des niveaux cantons et des choses comme ça, eh bien, ce sont directement les communes ou les représentants des communes, c'est-à-dire peut-être le premier adjoint qui va être chargé de cette mission, de représenter la commune au conseil départemental. Ou si plusieurs communes veulent s'associer et donner un pouvoir à l'un d'entre eux pour les représenter au conseil départemental, eh bien ils pourront être représentés, avoir une personne qui représentera plusieurs communes au niveau du conseil départemental. Le conseil départemental qui devient l'assemblée gestionnaire du département, comme cela un petit peu aujourd'hui. Une transformation importante pour les grosses communes, parce qu'on voit bien ce qui marche bien pour les petites communes,
c'est justement, pour les grosses communes, ça peut déjà être un peu plus différent, puisqu'il y a une proximité moins grande entre les élus et les maires. Parce que le maire, dans une petite commune, on peut le voir, on le croise, on peut discuter directement avec lui. Dans une grande commune, donc par exemple dans une commune de plus de 20 000 habitants, c'est déjà plus délicat. Donc on a besoin de contrôle pour pas qu'il y ait une autonomisation un peu trop importante des élus par rapport aux citoyens, à leurs mandants. Et donc l'idée, c'est en fait déjà d'introduire une notion d'autocontrôle. Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai pu constater à de multiples reprises que mettre en place un binôme avait des vertus d'autocontrôle et aussi, enfin, et même d'autocontrôle, même pas forcément de contrôle, mais on va discuter et en échangeant les idées entre deux personnes, eh bien on va trouver une meilleure solution que si on avait réfléchi tout seul. Hein. Et donc, c'est même pas que du contrôle, c'est même dans le fonctionnement que ça fonctionne mieux de travailler en binôme. Donc, toute commune de plus de 20 000 habitants est découpée en... c'est un binôme de maires qui est élu, et donc avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, et donc les décisions doivent être prises de manière agréée entre ces deux maires. Pour les communes de plus de 300 000 habitants, là on a un deuxième niveau, je dirais vraiment d'éloignement, où là on a des gens qui sont quasiment, qui peuvent être complètement hors sol, hein, pour le coup, hein, au niveau des élus, y compris des élus locaux. Donc là, une réforme plus importante est nécessaire. Donc, toute commune de plus de 300 000 habitants devra être découpée en arrondissements pour avoir des maires plus proches, plus près donc, par exemple, de 50 000 habitants ou de 30 000 habitants, enfin voilà, hein, à déterminer. Mais toute commune de plus de 300 000 habitants devra être découpée en arrondissements. Et la suppression des maires de ville. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de maire super haut là, qui gère toute la ville à lui tout seul, qui devient un État dans l'État, qui devient un genre de baron, ou de... si en plus il est élu au conseil régional de genre de duc, ou je ne sais quoi, pas de recréer des hiérarchies trop fortes, justement au niveau des élus locaux, pour garder une proximité avec les gens, puis aussi une surcharge de travail, parce que quelqu'un, comment on peut, raisonnablement, c'est un peu comme le président de la République, comment est-ce qu'un seul homme peut gérer des entités d'une taille aussi gigantesque? Ce n'est pas possible, en vérité ça n'a pas de sens. Donc plus de maires de niveau ville, ce qui ne veut pas dire que par cette typologie de projet, donc des maires d'arrondissement peuvent, ou tous les maires du même arrondissement peuvent se regrouper, mais pas forcément tous d'ailleurs, hein, ça peut même être avec des gens peut-être de communes voisines, s'ils veulent créer un projet, par exemple touristique ou des choses comme ça, pour leur ville, ou valoriser, faire de la publicité pour leur ville. Voilà. Ça décloisonne en plus les communes telles qu'elles sont aujourd'hui, puisque les projets peuvent être faits de manière plus souple. Donc voilà. Et introduction d'un autre élément, donc les contrôles par la Chambre constitutionnelle. Le contrôle, qui est un des piliers, hein, de la 6e République. Hein, je les rappelle, je les cite pour ceux qui ne connaîtraient pas l'architecture de la 6e République. Les trois piliers, c'est action, donc c'est le petit bonhomme bleu que vous voyez là, donc les moyens de l'action, donc on en a beaucoup parlé jusque-là. Le contrôle, donc c'est le bonhomme blanc qu'on voit au milieu et qui va contrôler justement que les gens qui font l'action le font en respectant ce que disent les mandants et avec le souci justement de la représentation. Et 3 circuits courts qui permettent justement d'aller plus vite et dans certaines circonstances et de couper et de prendre des décisions quand c'est nécessaire, ou d'être efficace quand c'est nécessaire. Bon, c'est les cas d'état d'urgence par exemple, ou le cas des référendums. C'est le cas typique de circuit court. Donc la Chambre constitutionnelle qui contrôle, donc y compris au niveau communal, donc les comptes de la commune,
hein, donc il y a peut-être quelque chose d'équivalent à la Cour des comptes, hein, la justice, donc en vertu de la séparation des pouvoirs, mais également, du coup, la police judiciaire. Hein, donc c'est pour ça que le maire se voit déchargé de ce rôle de police judiciaire qui échappe et arrive par chapeauté par la Chambre constitutionnelle. C'est une question de cohérence. Et de contrôle externe, hein, tout simplement. Voilà. Alors, si on continue, les référendums, j'en parlais il y a 2 minutes, donc référendums locaux, dont le RIC, hein, parce que le référendum n'est pas forcément à l'initiative que des citoyens, il peut être aussi à l'initiative des élus pour se trancher un truc, un élément qui ferait débat dans le conseil municipal, par exemple. Par exemple, des fusions de communes, c'est typiquement le type de cas où un référendum devrait être fait systématiquement. Ce n'est pas prévu dans la loi actuellement. Hein. Actuellement, on fait des fusions de communes. Moi, ma commune, ils l'ont fait fusionner sans que les citoyens de ces communes aient été consultés. C'est-à-dire que c'est juste la disparition de la commune qui survient sans qu'on consulte les citoyens, les habitants de ces communes. Voilà ce qui se passe, voilà la situation de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Voilà les dénis de démocratie qu'on a aujourd'hui. Donc on est vraiment dans des dérives absolues. Donc, les référendums d'initiative locale locaux, qui sont donc soit des RIC, soit des référendums organisés par les élus, sous le patronage de la Chambre constitutionnelle, hein, qui gère et qui contrôle la recevabilité. Bon, il y a des conditions, mais qui sont pas très importantes, hein, qui sont juste de dire, par exemple, on ne va pas poser la même question, il y a un délai, par exemple, de 5 ans pour poser une même question. Bon, et bien évidemment que s'il y a des gens, des groupes, des lobbies, des groupes de pression qui essayent de faire des référendums toutes les 2 minutes sur le même sujet, il ne faut pas que ça soit recevable. Donc il faut quand même un minimum de filtre sur ce genre de choses. Donc voilà, c'est le rôle de la Chambre constitutionnelle, et qui fixe aussi le périmètre, puisque le périmètre n'est pas forcément évident en fonction du sujet. Hein. Par exemple, on l'a vu sur le cas de Notre-Dame-des-Landes, hein, du référendum, où est-ce que, en fait, ceux qui étaient le plus concernés, est-ce que c'est eux qui doivent décider? Qui doit décider? Est-ce que c'est à l'échelle du département? C'est pas si évident que ça. Hein. Donc le périmètre est quelque chose d'effectivement important, et l'idée est plutôt que ça soit un arbitre externe qui voire par une question préalable, hein, la Chambre constitutionnelle pourra poser cette question et fixera ça. Donc, pétition de 2% des inscrits pour pouvoir déclencher donc sur le périmètre défini, pour pouvoir déclencher un RIC. 2%, voilà, d'après les calculs, c'est quelque chose qui rend la chose raisonnablement faisable par des gens qui sont assez représentatifs sur le terrain. Hein, 2% des inscrits sur les listes électorales. On est loin des 10% qu'on a actuellement sur les initiatives partagées, où il faut 4,5 millions ou 4,7, près de 5 millions de personnes qui signent une pétition pour pouvoir faire un référendum. Enfin, on est dans le truc, dans le déni de démocratie, quoi. C'est-à-dire, on vous fait croire qu'on vous avait mis en place quelque chose de démocratique, mais en fait, c'est complètement faux. 2% des inscrits, c'est un filtre suffisant, qui n'est pas trop haut, ni trop bas. Voilà. Bon, après... c'est toujours discutable, mais là, 1% c'est un peu faible, 2% c'est déjà une frange suffisante de la population pour déclencher un RIC, et puis c'est le RIC qui décide. Sinon, on va poser des questions aussi à tout bout de champ. Si c'est 3 personnes qui peuvent déposer un RIC, ça n'a plus de sens non plus. Il faut quand même rester sérieux. Donc, par contre, aucune limitation sur les sujets de portée locale. Hein. Donc, voilà, c'est-à-dire que la Chambre constitutionnelle contrôle la recevabilité sur un certain nombre de critères parfaitement définis, hein, comme je citais tout à l'heure, pas la même question, un délai de carence de 5 ans pour poser 2 fois la même question, mais pas de limitation de sujet. Par exemple, ça peut être la révocation d'un élu qui satisfait plus les gens, on peut demander sa révocation par exemple. Il n'y a pas de limitation de sujet, pourvu que la portée, évidemment, de ce RIC soit locale. Un référendum local, il faut que la portée du référendum soit locale aussi.
une question de cohérence également. Voilà. Donc c'est ce genre de points que contrôle la Chambre constitutionnelle, mais pas plus. Mais elle est en charge de l'organisation. Nous y reviendrons Alors, autre point important, les rémunérations. Actuellement, les rémunérations des élus, elles évoluent, etc. Là, l'idée, c'est de l'inscrire, les rémunérations des élus, directement dans la Constitution. Bon, donc là, vous allez me dire, donc là, je reviens juste au petit bonhomme, là, donc vous voyez le petit bonhomme rouge, là, c'est le petit bonhomme qui indique que c'est un court-circuit, un circuit court. Hein. Donc le RIC, par définition, est un circuit court, donc c'est le petit bonhomme qui court, en rouge. Alors, je reviens aux rémunérations. Donc, elles sont inscrites dans la Constitution, ce qui permet de clore tous les débats sur la rémunération des élus et sur toutes les tripatouillages que l'on peut constater faits par les uns ou les autres. À partir de là, par exemple, un maire, lorsqu'il est employé à temps plein, c'est 3 SMIC minimum. Donc, les rémunérations sont par facteur multiplicateur du SMIC. Donc, un maire à temps plein, 3 SMIC maximum. Pas minimum, j'ai dit minimum tout à l'heure. 3 SMIC maximum. Pour les adjoints au maire et les représentants au département, en temps plein, c'est 2,5 fois le SMIC au maximum. Voilà. Donc, il faut que ça soit des gens qui soient correctement payés, hein, mais pas non plus trop payé pour être trop éloigné des citoyens. Donc, il faut trouver une cote intermédiaire, parce que si vous ne payez pas suffisamment les gens dans la fonction publique, le risque qu'il y a également, c'est qu'ils soient corrompus. Moins vous les payez, plus ils auront tendance à se faire corrompre. Bon, vous allez me dire que parfois, donc c'est aussi un des intérêts d'avoir une réduction de la taille des communes et du périmètre pour un maire, puisque les budgets qu'ils ont à gérer sont forcément de dimension moindre. Et pour les projets, la direction des projets, ça sera des administrateurs, donc des gens qui ne seront pas élus, qui ne seront pas décideurs sur le projet en lui-même, mais qui sont des exécutants, mais des gens administratifs. Voilà. Alors, on en a fini pour les communes. Bon, bien sûr, vous pourrez réagir sur Facebook et dans les commentaires sur ces sujets, sur ce sujet du local, critiquer, etc. C'est vraiment le moment de le faire. Hein. Comme je vous dis, c'est la Constitution, elle doit être écrite. Voilà, ça c'est des pistes de réflexion hein, qui donnent une cohérence et une architecture qui tient la route pour remettre le citoyen au centre du dispositif. Alors, la suite, le département, donc c'est le niveau intermédiaire dont j'ai déjà parlé, prend une autre importance, mais ça sera donc, je suis un peu perturbé, excusez-moi, je suis en train de lire un message et je ne comprends pas bien, et donc je répondrai après. Le département prend une nouvelle importance, donc comme niveau intermédiaire, mais ça c'est un autre épisode, donc que je vous invite à suivre, donc sans doute la semaine prochaine, sauf si l'actualité en décide autrement, ou si je pense qu'il y a un autre sujet plus important à traiter, mais il y aura un prochain épisode qui traitera justement du département. Voilà. Pour conclure, donc la suite au prochain épisode. Pour conclure, alors je reviens ici, donc le mot de la fin, donc à mercredi prochain. Reprenons espoir, c'est vraiment l'idée, hein, c'est de se tracer une perspective et de tracer une vision assez importante et assez précise de ce que c'est l'espoir, de ce que c'est que cette 6e République. Parce que l'espoir, enfin, comment peut-on tracer un espoir? C'est les gens qui proposent pour une 6e République une assemblée constituante. C'est sur du vide, sur quelque chose qui n'est pas concret, qui n'a pas d'existence, qui n'a pas de corps. Comment voulez-vous donner un espoir aux gens sans corps? Là, il y a un corps, il y a des choses, on peut en discuter. Hein. De toute façon, même si demain cette 6e République est adoptée,
il y aura toujours les référendums, le RIC, etc. Il pourra être modifié par la suite. Donc, c'est un premier geste, c'est une première option, c'est des premières directions qui, je pense, sont consensuelles, réalistes et fonctionnelles, qui s'appuient à la fois sur l'expérience du passé et pour se projeter dans un avenir et avec des principes plus importants, hein, je parlais précédemment par rapport à la barbarie tout à l'heure, et aux besoins du corps et de l'âme qui changent le cœur du logiciel. Donc voilà, tous ces éléments-là sont des éléments qui redonnent espoir et qu'il faut, justement, je vous invite à vous en saisir pour qu'on sorte de cette trajectoire, de cette spirale qui nous emmène à la décadence, hein, soyons clairs. Appelons un chat un chat. Alors, pour finir, le mot de la fin. Donc, les libertés en danger, il y a le projet de loi là, de Laetitia Avia, là, encore de LREM, hein, c'est vraiment des gens absolument... Alors, elle propose une loi mieux lutter contre les propos haineux. Mais la liberté d'expression, dans la 6ème République, la liberté d'expression, elle est totale. L'idée, c'est que et après, c'est le débat, s'il y a des insultes, etc., eh bien, on débat, on attaque, on se défend, etc. On est dans un débat démocratique. On ne verrouille pas, on ne met pas des verrous et des cadenas partout qui empêchent les gens de s'exprimer. Parce que sinon, c'est plus la démocratie. Hein. Donc, la liberté d'expression, elle doit être totale. Totale. Vous ne pouvez pas faire... Sauf à une seule exception près. Une seule. C'est les idéologies prohibées. C'est-à-dire des idéologies qui, justement, poussent à la barbarie et remettent gravement en cause les besoins du corps et de l'âme dont je parlais précédemment. Donc, vous voyez, tout se tient, et s'il y a des... On va prendre le nazisme, par exemple. Le nazisme, ou le rétablissement de l'esclavage, hein, des idéologies comme ça, qui remettent très clairement en cause les fondements profonds de la 6ème République, ceux-là, très clairement, ils sont prohibés, puisqu'on ne va pas promouvoir l'autodestruction sur les principes fondamentaux. Mais sinon, à part ça, liberté d'expression totale. Les gens savent réguler, savent dire oh, celui-là je ne lui parle plus, il ne m'intéresse plus, etc. Ils savent gérer ça. Laissons la société gérer par elle-même. Ne mettons pas tout dans la loi, avec des bouquins de loi qui font des pages et des pages et des pages qui sont imbitables pour tout le monde. Revenons sur des principes simples et appliquons-les. Et faisons confiance aux citoyens, faisons confiance à la vie. Mais ça, la vérité, c'est pas ça. Hein. La vérité, c'est pour en diminuer, parce que si vous ne voyez pas, justement, c'est un peu, je reviens à l'introduction, si vous ne voyez pas ça, si vous voyez que ce petit morceau-là, si vous prenez les problèmes un par un, eh bien vous voyez ce truc-là, puis vous voyez un autre sur l'écologie, un autre sur les maires où on peut détruire la commune sans demander l'avis des citoyens, etc. Si vous prenez chaque bout un par un, vous ne voyez pas la cohérence. C'est si vous voyez la cohérence de tous ces sujets et que vous voyez qu'il y a toute une trajectoire qui nous amène vers la déliquescence complète de la démocratie et de la société en elle-même, même de notre environnement globalement, si vous ne faites pas la synthèse de tout ça, ben vous ne voyez pas que tout ça, ça se tient et que c'est une barbarie, il n'y a pas d'autre mot, hein, au final, on en revient toujours là. Alors, je reviens, donc il y a le nouveau site que je vous invite à visiter, 1p6r.org. Je vous invite à vous inscrire sur le site, hein, à rejoindre l'initiative. Le nouveau nom, donc une perspective pour la 6ème République, anciennement un président pour la 6ème République, mais ça induisait parfois en quiproquo, donc le nom a été changé pour non prêter à ce quiproquo. Sachant que le moyen pour mettre en place cette 6ème République, c'est bien d'élire un président en 2022 dont le seul mandat, le mandat impératif, sera de mettre en œuvre justement cette 6ème République. Voilà. Mais ne confondons pas la finalité avec le moyen. C'est ce que faisaient beaucoup de gens, et donc il valait mieux changer le nom pour ne pas induire en erreur et bloquer des gens qui sinon seraient complètement d'accord avec bien des choses. Et donc, quoi d'autre? Voilà, donc courage, merci à ceux qui nous soignent, ils sont en première ligne toujours sur le Covid. Il y a d'autres chocs à venir, préparez-y-vous, hein, ça
Je vais le répéter hein, de toute façon, parce que ça c'est important. On prend la mauvaise trajectoire. Pour sortir de cette trajectoire et reprendre une trajectoire ascendante, bah, il faut rejoindre cette initiative. Il faut aller de l'avant. Et revenir à ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à mercredi prochain. Je vous invite donc à aller commenter la vidéo sur YouTube, à discuter sur Facebook, sur le site, et donc à participer. Voilà, l'initiative Un président pour la 6ème République, c'est un phare, ça se veut un phare, je le répète une nouvelle fois, ça se veut un phare. Il y a plein d'initiatives violentes, etc., partielles. L'initiative qui peut réussir et qui peut vraiment changer les choses parce qu'elle se fixe les bons objectifs et qu'elle donne un espoir, une perspective à long terme pour notre France, eh bien, il n'y a que celle-là. Ne cherchez pas, il n'y en a pas d'autres. Les autres, c'est des impasses ou c'est partiel ou ça ne va pas résoudre les problèmes. Vraiment. Ça va en résoudre un, mais pas les autres. Voilà, je vous dis à mercredi prochain. Voilà, donc inscrivez-vous, écrivez, envoyez des mails, visionnez la vidéo Un président, les actions pour la 6ème République, pour savoir comment vous pouvez participer, comment vous pouvez agir. À la semaine prochaine, au revoir. Je crois que j'ai dépassé de largement les 10 minutes. Au revoir.